Ma belle-mère a carrément voulu me forcer à lui céder la garde de mon futur fils, sous prétexte que je lui avais volé son propre enfant. Le jour où on a révélé le sexe du bébé, elle a littéralement explosé. Tout le monde s'en souvient encore. Diane s'était mise en tête que je lui avais arraché Trevor. Elle racontait partout qu'avant que je débarque, son fils était exemplaire, il l'appelait tous les jours, passait la voir 2 fois par semaine. Bref, le fils parfait. Depuis qu'on était ensemble, il ne lui accordait plus qu'une visite expédiée chaque mois. Et pour elle, c'était forcément parce que je l'empêchais de bouger et que je le manipulais. La première fois qu'elle a sorti sa grande idée, c'était à un barbecue, 3 mois à peine après notre mariage. Elle m'a attrapée en douce pendant que Trevor donnait un coup de main à son père près du grill et m'a balancé. J'ai trouvé la solution la plus équitable. Quand tu auras un fils, c'est moi qui l'élèverai. Tu m'as volé mon garçon, tu me dois un autre. Pensant qu'elle plaisantait, j'ai éclaté de rire, mais elle n'a pas bronché. C'était tout sauf une blague. J'ai déjà pris contact avec un avocat spécialisé dans les droits des grands-parents. On peut rendre tout ça officiel. Ensuite, impossible d'assister à une fête de famille sans qu'elle relance son monologue. Elle détaillait déjà comment la chambre du bébé serait installée chez elle, montrait les vêtements bleus qu'elle avait achetés, et ne me présentait qu'en tant que la femme qui lui avait volé son fils, mais qui essaierait de se faire pardonner en lui donnant un petit-fils. Trevor, lui, se disait que sa mère traversait une passe bizarre et la trouvait juste un peu cinglée. Il essayait de la raisonner, mais chaque fois qu'il la priait de se calmer, elle se mettait à pleurer en répétant que je dressais Trevor contre elle et qu'elle n'avait plus rien dans la vie. Il finissait par lâcher l'affaire et me conseillait d'ignorer tout ça, qu'elle ne le pensait pas vraiment. Mais elle y croyait dur comme fer. Diane a commencé à m'inonder d'articles sur la nutrition pendant la grossesse, à m'inscrire de force à des newsletters de cliniques de fertilité et, cerise sur le gâteau, elle s'est mise à demander à table, devant tout le monde, où j'en étais dans mon cycle, histoire de vérifier si j'étais enceinte. Quand j'ai protesté, elle m'a rétorqué que c'était son droit de suivre ça de près puisqu'elle serait la principale concernée par l'éducation de mon fils. Elle a même rédigé un pseudo-contrat sur papier officiel dans lequel j'étais censée m'engager à lui céder mon premier garçon pour compenser la perte de Trevor. Elle l'a ramené à Thanksgiving et, devant toute la famille, essayait de me faire signer. Quand j'ai refusé, elle s'est effondrée en sanglots, hurlant que je lui brisais la vie une seconde fois. D'abord en lui dérobant Trevor, puis en lui refusant ce fameux petit-fils. Et les choses ne se sont pas arrangées quand elle a appris que j'étais vraiment enceinte. Trevor aurait préféré qu'on garde la nouvelle pour nous quelque temps, mais il a suffi qu'une collègue me croise à la clinique pour que le pot aux roses arrive jusqu'aux oreilles de Diane. Elle a débarqué chez nous à 10h du soir, le coffre plein à craquer d'affaires de bébé toutes plus bleues, les unes que les autres. « Je savais que tu essayais de me cacher mon bébé », a-t-elle clamé, en essayant de traverser l'entrée bras chargés de vêtements pour garçon. Quand je lui ai dit qu'on ne connaissait même pas encore le sexe, elle a répliqué qu'elle avait prié pour avoir un garçon, que Dieu ne la trahirait jamais, contrairement à nous. Dès lors, elle se pointait à tous mes rendez-vous médicaux, sans aucune invitation, se présentant au personnel comme tutrice principale, expliquant qu'elle préparait tout pour accueillir le bébé chez elle. Elle est même allée jusqu'à dire à mon médecin que je n'étais là que pour porter son enfant. À 2 reprises, la sécurité a dû intervenir tellement elle insistait sur ses soi-disant droits. En parallèle, elle squattait des groupes de grossesse en ligne, prétendant qu'elle était enceinte, et postait des messages sur la gestatrice difficile qu'elle avait choisie, cherchant des astuces pour obtenir la garde dès la naissance. Le summum a été atteint lors de ma baby shower. Elle a envoyé des invitations sous le titre « Fête du nouveau fils de Diane », a zappé mon nom, a mis partout des photos de Trevor bébé, ajouté des panneaux « Je récupère mon bébé » et « Ma seconde chance » et préparé 2 tables de cadeaux, l'une, le bébé de Diane, l'autre, la mère porteuse. À l'arrivée des invités, elle les remerciait de soutenir son retour à la maternité, parlait de moi comme de la nourrice, d'elle comme de la vraie mère, et a même prononcé un discours où elle affirmait que Dieu lui donnait enfin la chance de revivre l'aventure avec un garçon après que je lui avais, soi-disant, volé le premier. Tout le monde était choqué, mal à l'aise, personne ne savait où se mettre. Puis elle a sorti ce qu'elle appelait son plan d'organisation. Un grand panneau décrivant comment la garde s'organiserait. Première semaine, le bébé chez elle. Premier mois, j'aurais éventuellement droit à quelques visites sous surveillance. Et au bout d'1 an, le petit était censé l'appeler maman et m'appeler par mon prénom. Elle avait même préparé des fiches plastifiées pour expliquer sa procédure de transfert et demandait aux invités de l'appeler la maman du bébé, dorénavant. À ce moment-là, ma belle-sœur Julia, qui filmait Diane depuis des semaines pour avoir des preuves de ses excentricités, a craqué. Elle s'est levée et a lancé « Diane, toi qui adores les contrats et les papiers officiels, écoute un peu ça. » Elle a dégainé son téléphone et commencé à lire le texte de loi de notre État sur les droits des grands-parents. Les grands-parents n'ont aucun droit automatique à la garde, ni même aux visites. On ne peut pas retirer un enfant à des parents compétents. Ce que tu es en train de faire, ça s'appelle de l'enlèvement. Julia a enchaîné, citant plusieurs affaires où des grands-parents avaient tout perdu, puis a lu la définition du harcèlement et du stalking, précisant que harceler une mère, s'incruster à ses rendez-vous médicaux et usurper des identités sur Internet, c'est exactement ça. Puis elle a frappé fort. Elle a lu la décision d'un juge dans un cas similaire où une grand-mère réclamait des droits sur l'enfant de sa fille. Le juge y expliquait que les grands-parents qui harcèlent, qui forcent les parents,
qui menacent de demander la garde, détruisent en réalité toute chance de construire un lien avec leur petit enfant. Julia a lu ce passage d'une voix ferme, insistant sur le fait que la justice qualifiait ce comportement de dangereux et délirant, et tout le monde, ce jour-là, a enfin perçu à quel point Diane était allée trop loin. Elle a plongé son regard dans celui de Diane en lisant le passage où le tribunal déclarait qu'une personne comme elle n'avait pas le droit d'approcher un enfant. Tout ce que Julia disait correspondait exactement à ce que je subissais depuis des mois. Les invités, pétrifiés, n'osaient plus bouger tandis que le visage de Diane passait du rouge écarlate au blanc livide, comme si tout son sang l'avait quitté d'un coup. Elle ouvrait et refermait la bouche sans parvenir à articuler le moindre mot. Julia a continué, évoquant les plaintes pour harcèlement, les ordonnances restrictives et rappelant qu'harceler une femme enceinte relève, chez nous, du pénal. Elle a lu la définition de l'aliénation parentale et expliqué à quel point la justice était intransigeante avec ceux qui s'attribuent à tort des droits sur un enfant. Puis Julia a prononcé la phrase qui a définitivement fait vaciller Diane. Elle a baissé son téléphone et, d'une voix calme et assurée qui donnait du poids à chacune de ses paroles, elle s'est tournée vers Diane. Sache que tout le monde ici vient d'être témoin de plusieurs faits passibles de poursuites pénales contre toi. Elle a précisé que toutes les vidéos présentes sur son téléphone, où Diane s'invitait dans mon cabinet médical en prétendant être la tutrice de l'enfant, seraient des preuves de fraude et d'usurpation d'identité. Julia a aussi expliqué que le faux contrat que Diane avait exhibé au dîner de Thanksgiving pouvait passer pour une tentative de manipulation. Elle a dressé, devant toute l'Assemblée, la liste de tous les actes reprochés à Diane comme on énumère les chefs d'accusation lors d'un procès. Les invités, médusés, n'osant plus bouger. Certaines avaient déjà sorti leur téléphone et j'ai compris qu'elles filmaient à leur tour. Diane restait figée, tremblante, serrant toujours ses pochettes plastifiées qui expliquaient la procédure de transfert de garde. Trevor a finalement quitté sa chaise au fond de la pièce, comme s'il rêvait de disparaître. Ses mains tremblaient, mais il a trouvé la force de dire d'une voix ferme à sa mère « Ça suffit maintenant ». Il lui a intimé de partir sur le champ. Diane s'est effondrée en larmes, tendant les bras vers Trevor comme elle le faisait quand il était enfant et qu'elle cherchait du réconfort. Mais il a reculé, répétant qu'elle devait s'en aller, et j'ai vu tout son corps trembler. Mais cette fois, il a tenu bon. La crise de Diane a viré à l'hystérie, au point que plusieurs invités ont sursauté. Elle a hurlé « Vous vous liguez tous contre moi! Vous voulez me voler mon petit-fils avant même qu'il soit né !» Saisissant son tableau de chronologie de garde, elle l'a brandi sous nos yeux en criant « C'est légal! Personne ne peut rien y faire !» Elle clamait que Dieu lui avait promis ce bébé pour compenser le fait que je lui avais volé Trevor. Imperturbable, Julia a ressorti son téléphone et, devant tout le monde, a appelé le numéro de la police pour signaler une situation non urgente. Je l'ai entendu dire à l'opérateur, une personne refuse de quitter une réunion privée malgré plusieurs demandes et provoque un incident. En comprenant que Julia appelait réellement la police, Diane s'est mise à crier de plus belle, promettant que nous allions le payer cher, menaçant que son avocat attaquerait tout le monde. Les invités commençaient à ramasser leurs affaires et se dirigeaient vers la porte, visiblement gênées et pressées de partir. Certaines se sont arrêtées pour me serrer la main ou glisser à l'oreille qu'elles feraient tout pour m'aider si besoin. Margot s'est postée près de moi avec un air de garde du corps. Nous avons attendu l'arrivée des policiers, qui tardaient, puisque ce n'était pas une urgence. C'est le père de Trevor qui est arrivé le premier. Julia l'avait averti dès que Diane avait commencé à hurler. Il a franchi la porte, a jeté un regard au fameux tableau de garde toujours entre les mains de Diane, et lui a lancé « Tu es complètement folle ». Sa voix trahissait la lassitude d'un homme habitué à ce genre de scène. Il lui a dit que si elle acceptait de partir calmement, il la raccompagnerait et personne ne porterait plainte. Ils se sont disputés près de 10 minutes. Diane répétait que ce bébé lui revenait de droit, qu'elle était dans son bon droit. Finalement, le père de Trevor a élevé la voix. « Ton seul droit, maintenant, c'est de partir avant que la police arrive pour t'embarquer. » Quelque chose dans sa posture ou son ton est passé car Diane, enfin, s'est tue. Elle a ramassé ses affaires, tous les petits vêtements de bébé bleu et son tableau, m'a jeté un regard noir mêlé d'impuissance avant de dévisager Trevor, puis elle s'est effondrée à nouveau, murmurant qu'il l'aimait avant que je ne vienne tout ruiner. Son père lui a pris le bras et l'a conduite vers la sortie. En passant la porte, elle pleurait toujours, marmonnant qu'on lui volait son petit-fils et que c'était d'une injustice insupportable. Une fois la porte refermée, j'ai totalement craqué. Le stress et la peur accumulés ces 3 derniers mois m'ont submergée d'un coup, et je me suis effondrée en larmes, incapable de respirer. Trevor m'a aussitôt prise dans ses bras, martelant qu'il était désolé et qu'il aurait dû prendre la situation au sérieux plutôt que de me demander d'ignorer sa mère. Il m'a reconnu qu'il gardait espoir qu'elle redevienne raisonnable, parce qu'il redoutait le conflit. J'étais incapable de répondre tant je pleurais et tremblais. Margot m'a apporté un verre d'eau, m'a aidé à m'asseoir. Les dernières invitées restaient tout autour, visiblement bouleversées. Trevor me serrait contre lui en s'excusant, les larmes aux yeux, avouant qu'il avait toujours eu peur, en s'opposant à sa mère, de la perdre complètement. Je réalise à quel point c'était idiot maintenant, a-t-il soufflé. Notre famille passe avant tout. Je sentais qu'il tremblait lui aussi. Sa mère l'avait manipulé toute sa vie à coups de larmes et de chantage affectif, et il venait de s'en libérer pour de bon. Je savais, au fond de moi, qu'un cap avait été franchi entre nous, malgré la douleur du moment. Peu à peu, les invités s'approchaient, chacune à leur tour,
nous confiant à quel point elles étaient désolées. Plusieurs ont proposé de rédiger une attestation de ce qu'elles avaient vu, au cas où cela servirait de preuve. L'une m'a montré qu'elle avait pris des photos du tableau de chronologie, des cadeaux, bien séparés entre ceux pour le bébé de Diane et ceux pour la mère porteuse. Une autre a précisé qu'elle avait filmé un morceau du discours où Diane se proclamait vraie mère. Chacune essayait à sa façon de nous soutenir. Elles nous ont aidés à ramasser les cadeaux et à débarrasser les dernières décorations incongrues laissées par Diane. Quelqu'un a remis la main sur les cartes plastifiées que Diane avait préparées et, sans hésiter, les a exposées à tout le monde. Les instructions étaient limpides. Il fallait appeler Diane, la maman du bébé, tandis que moi, on ne devait m'appeler que par mon prénom. Lire ces consignes noir sur blanc m'a vraiment mise mal à l'aise. Après le départ des invités, Margot est restée avec moi. Elle m'a aidée à tout ranger, veillant sur moi avec une attention presque maternelle. On a tout jeté, les décorations de Diane, le panneau chronologique, rien n'a survécu. Quand elle m'a proposé de rester dormir chez moi, j'ai refusé. Trevor et moi avions besoin de parler. Avant de partir, elle m'a prise dans ses bras longuement, comme pour me transmettre un peu de sa force. Ce soir-là, Trevor et moi avons eu la conversation la plus franche qu'on ait jamais eue à propos de sa mère. On est resté des heures à discuter sur le canapé de son comportement et de la manière dont il avait laissé la situation dégénérer. Trevor m'a avoué qu'il avait passé sa vie à trouver des excuses à sa mère. Elle a toujours été autoritaire et manipulatrice, m'a-t-il confié. Mais très vite, j'ai compris qu'il valait mieux céder car le conflit me vidait de toute énergie. Il m'a raconté qu'enfant, elle le menaçait même de se faire du mal s'il n'obéissait pas à ses 4 volontés. Il m'a expliqué qu'il avait toujours eu peur qu'elle passe à l'acte, alors il se contentait d'obéir, en essayant de se convaincre qu'elle n'irait jamais vraiment aussi loin que ses menaces. Il m'a regardé, les yeux pleins de larmes. J'ai reproduit exactement ce schéma avec tout ce qui touche au bébé. Je me persuadais qu'elle était simplement trop enthousiaste, qu'un jour, elle finirait par redescendre. Puis il a ajouté « La voir ce soir m'a fait comprendre qu'elle ne s'arrêtera jamais. Elle est persuadée que ce bébé est à elle, qu'elle a des droits dessus. » Trevor était bouleversé. J'ai peur de ce qu'elle pourrait tenter après la naissance. Il faut qu'on prenne des précautions légales et qu'on prévienne la maternité pour qu'elle ne puisse pas nous approcher. Je lui ai confié que moi aussi j'avais peur, mais qu'au moins il prenait enfin la mesure de la gravité de la situation, ce qui me soulageait un peu. Le lendemain matin, nous avions rendez-vous chez Dominic Taylor, un avocat spécialisé que Julia nous avait recommandé pour ses compétences en droit de la famille et en ordonnance de protection. Dominic devait avoir la quarantaine, quelques cheveux gris, une voix calme qui atténuait mon angoisse. Nous lui avons montré toutes les vidéos recueillies par Julia ces dernières semaines, notamment celle de la baby shower, où Diane présentait son calendrier de garde en me qualifiant de mère porteuse. Nous lui avons aussi montré les photos du panneau d'affichage et des fameuses fiches plastifiées. Nous avons expliqué que Diane assistait à mes rendez-vous médicaux pour se faire passer pour la tutrice principale auprès du personnel, et que cela durait depuis 3 mois sans faire mine de s'arranger. Dominique a pris toutes nos explications en note, posant autant de questions précises qu'il fallait, avec le souci du détail des dates et des faits. Il nous a affirmé que notre dossier était solide pour demander une ordonnance de protection face à un tel harcèlement répété. Selon lui, ce que faisait Diane entrait parfaitement dans la définition juridique du harcèlement obsessionnel dans notre État, et les vidéos où elle prétendait avoir autorité sur le bébé lors des consultations pouvaient même être qualifiées de tentatives de fraude si nous souhaitions aller plus loin. Il a insisté sur le fait que les juges sont très attentifs à ces questions, surtout quand il s'agit d'une femme enceinte et d'un nourrisson à venir. Dominique a cherché devant nous, sur son ordinateur, la législation locale concernant les droits des grands-parents. Il nous a expliqué qu'ils existent, mais uniquement dans des situations très spécifiques. Tant que les parents sont mariés, vivent ensemble et sont considérés comme responsables, les grands-parents n'ont pratiquement aucun droit, ni pour la garde, ni même pour les visites. Ces demandes ne sont étudiées qu'en cas de divorce, de décès, ou s'il y a suspicion de maltraitance ou de négligence. Même là, encore faut-il que le grand-parent prouve qu'il a une réelle relation établie avec l'enfant, et qu'une coupure de ce lien serait préjudiciable. Diane n'avait donc en réalité aucun fondement pour s'imaginer obtenir la garde. Bien au contraire, ses agissements récents l'en éloignaient. Dominique a ajouté que si, dans l'avenir, on choisissait de la laisser voir le bébé, le juge demanderait sans doute une visite surveillée tant son comportement et ses obsessions étaient désormais documentés. Quant au soi-disant contrat qu'elle avait tenté de me faire signer, il était parfaitement nul et non avenu. Aucun juge ne donne la garde d'un enfant à naître à des grands-parents quand les parents sont présents et s'occupent de l'enfant. Toute l'histoire ne reposait que sur l'imagination de Diane, même si elle s'en persuadait elle-même. Nous avons alors évoqué les moyens de nous protéger. Dominique a proposé qu'avant d'aller en justice, on tente d'abord une mise en demeure officielle, envoyée de son cabinet, pour exiger que Diane cesse immédiatement tout contact, plus d'appels, de messages, mails, interdiction de se rendre chez nous, sur mon lieu de travail ou à quelque rendez-vous que ce soit, et plus de posts sur les réseaux sociaux ou dans des groupes en ligne à notre sujet ou à propos du bébé. La lettre préciserait que son comportement est assimilé à du harcèlement, selon les critères de la loi, et que tout manquement ouvrirait la voie à une ordonnance de protection, voire à des poursuites pénales.
Dominique a expliqué qu'une lettre d'avocat a parfois bien plus d'impact qu'une simple demande familiale. Ça pose un cadre juridique incontestable. Et si malgré tout, elle ne s'arrête pas, nous aurons une preuve de plus à fournir devant le tribunal. Après discussion, Trevor et moi avons opté pour la lettre, pour laisser une dernière chance à Diane de se calmer d'elle-même, sans judiciariser à ce stade. Dominique a promis de préparer le courrier dans la journée, puis de l'envoyer en recommandé, afin que nous ayons la preuve de sa réception. D'après le suivi, la lettre a effectivement été remise à Diane 2 jours plus tard. Pendant ce temps, Trevor et moi avons essayé de retrouver un semblant de vie normale, attendant de voir si elle respecterait enfin cet avertissement d'avocat. 3 nuits après la livraison du courrier, j'ai été réveillée en sursaut, en pleine nuit, par quelqu'un qui frappait tellement fort à notre porte que j'ai cru qu'elle allait céder sous les coups. J'ai saisi mon téléphone et vu qu'il était exactement minuit 3. Les coups résonnaient de plus en plus fort et, à l'extérieur, j'entendais Diane hurler qu'on n'avait pas le droit de lui enlever son petit-fils, qu'elle avait des droits. Trevor s'est levé d'un bond en me disant de ne pas bouger de la chambre pendant qu'il allait voir ce qui se passait. De là où j'étais, j'entendais Diane s'époumoner, assurant qu'elle savait parfaitement qu'on était là et qu'elle ne s'en irait pas tant qu'on ne lui rendrait pas son bébé. Je tremblais tellement que je peinais à tenir mon téléphone en main. Trevor est revenu, livide. Il m'a dit qu'il appelait la police, parce que sa mère avait perdu tout contrôle et qu'il craignait qu'elle ne casse une vitre ou se blesse en essayant d'entrer. Je me suis laissée glisser au sol, adossée au lit, à écouter Diane crier, tambouriner sur la porte, tandis que Trevor expliquait la situation à l'opératrice du 17. Il a dû donner notre adresse 2 fois, tant il était bouleversé. L'opératrice lui a dit que les policiers étaient en route et nous a recommandé de rester cloîtrés sans ouvrir à personne. Diane, elle, continuait de m'insulter, me traitant de voleuse, de menteuse, certifiant que Dieu lui avait promis 7 enfants. Elle s'est ensuite mise à donner des coups de pied dans la porte et j'ai entendu qu'elle tentait de forcer la serrure. Trevor m'a rejoint sur le tapis, m'a serré dans ses bras. Au loin, les sirènes approchaient et puis, d'un coup, le silence est tombé. Quand la police a fini par frapper à la porte, seuls les sanglots de Diane sur le perron résonnaient encore. Trevor a ouvert aux 2 agents. Ils ont vérifié que nous allions bien avant d'aller voir Diane, qui s'était effondrée sur les marches, en pleurs. Je suis restée à l'intérieur tout en entendant l'un des policiers lui expliquer d'une voix sèche mais ferme qu'elle devait partir immédiatement sous peine d'être arrêtée pour violation de domicile. Diane insistait. Selon elle, nous retenions son bébé prisonnier. L'un des policiers lui a demandé de quel enfant il était question, et elle a expliqué que son petit-fils était dans la maison, qu'on l'empêchait de le voir. L'autre a voulu savoir quel âge il avait. Elle a répondu sans hésiter qu'il n'était pas encore né, mais que c'était le sien. Les agents se sont échangés un regard déconcerté, puis sont revenus vers Trevor pour demander des explications. Il leur a raconté toute l'histoire, la lettre de sommation, les mois de harcèlement pendant ma grossesse, et il leur a montré le message de Dominique sur son téléphone. Les policiers ont ensuite passé un long moment dehors avec Diane, essayant de lui faire entendre que légalement, un bébé à naître appartient à ses parents et qu'en aucun cas, elle ne pouvait exiger d'en obtenir la garde ou de venir chez nous. Diane ne démordait pas. Elle répétait, la voix tremblante, qu'il n'y comprenait de rien et qu'un avocat lui avait pourtant garanti des droits de grand-mère. Finalement, l'un des policiers lui a dit très clairement qu'elle devait rentrer chez elle tout de suite, qu'en cas de retour, elle serait interpellée. Ils lui ont proposé de la raccompagner, mais elle a affirmé qu'elle avait sa voiture. Les agents sont restés dehors, la regardant prendre le volant, puis l'ont suivie sur plusieurs pâtés de maison, histoire de s'assurer qu'elle s'éloignait vraiment. Ensuite, ils sont revenus nous donner un numéro de dossier et nous ont conseillé de demander une ordonnance d'éloignement dès le lendemain matin. Je n'ai quasiment pas dormi. Le moindre bruit me glaçait, j'avais peur que Diane recommence. À 8h tapantes, Trevor et moi étions au tribunal. On a rempli tous les papiers pour une ordonnance d'éloignement en urgence, joignant tout ce qu'on avait, la lettre, la plainte de la veille, des photos de la fête de naissance. La greffière nous a dit qu'un juge étudierait le dossier dans la journée et qu'on nous tiendrait au courant. On est rentré à la maison où j'ai tenté d'avaler quelque chose, mais j'étais nouée par l'angoisse. À 14h, le téléphone a sonné. Le tribunal nous annonçait qu'une ordonnance temporaire venait d'être accordée. Diane ne pouvait plus s'approcher à moins de 150 mètres de nous ou de la maison. La mesure durait 2 semaines, le temps qu'une audience complète ait lieu et qu'un juge tranche pour la suite. La greffière a ajouté que la gendarmerie signifierait l'ordonnance à Diane ce jour-là même. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin souffler un peu. Trevor, lui, semblait à la fois soulagé et terriblement triste. Je voyais bien que c'était un crève-cœur pour lui, même si c'était nécessaire. Ce soir-là, le père de Trevor a appelé sur son portable. Trevor a mis le haut-parleur pour que je puisse suivre la conversation. Son père a dit « J'ai appris ce qui s'est passé hier soir et je tenais vraiment à m'excuser pour l'attitude de Diane. » Puis il a ajouté « J'aurais dû vous prévenir plus tôt sur la façon dont elle peut devenir quand elle s'accroche à quelque chose. » Il nous a alors confié une chose que j'ignorais complètement. J'ai divorcé de Diane il y a 15 ans et, pour être franc, c'était en grande partie à cause de son besoin de tout contrôler et de son obsession pour certains sujets. Il a continué. Depuis le divorce, elle n'a fait qu'empirer et la perspective de l'arrivée du bébé lui a vraiment fait perdre pied. Trevor lui a demandé pourquoi il ne lui en avait jamais parlé avant et son père a répondu « J'espérais qu'elle resterait stable et je ne voulais pas interférer dans ta relation avec elle. Mais maintenant, je me rends compte que mon silence a été une erreur. » Il a assuré « Si vous avez besoin de moi comme témoin à l'audience, comptez sur moi. »
Je dirai tout ce que j'ai pu observer au fil des années. Trevor l'a remercié et lui a promis de le tenir informé. Une fois l'appel fini, Trevor est resté immobile, les yeux fixés sur son téléphone. Je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a répondu qu'il n'en savait rien et ajouté « J'ai toujours cru que mes parents s'étaient séparés parce qu'ils s'étaient simplement éloignés. Mais là, j'apprends que c'est parce que maman avait de véritables problèmes. » Le lendemain, j'ai contacté une psychologue conseillée par Julia, Kylie Armstrong, spécialiste des questions familiales et du stress lié à la grossesse. J'ai obtenu un rendez-vous 2 jours plus tard. Quand je l'ai rencontrée, je lui ai tout raconté sur Diane. Kylie a écouté attentivement, a pris des notes et m'a dit des mots qui m'ont fait un bien fou. Vos peurs sont totalement justifiées, vu ce que vous traversez. Il arrive que certaines personnes tentent de se convaincre qu'elles dramatisent. Mais dans votre cas, votre réaction est en réalité en dessous de ce qu'exigerait la situation. Elle a ajouté « Quand une femme s'imagine qu'elle a le droit de vous prendre votre bébé et vient faire un scandale devant votre porte à minuit, c'est normal d'en avoir peur. » Kylie m'a alors appris quelques astuces pour calmer mon anxiété lorsqu'elle prenait le dessus. Elle n'a pas manqué de rappeler que le stress que je subissais pouvait avoir des répercussions sur ma tension et sur le bébé, alors il fallait absolument que je sois bien entourée. On a convenu de se voir chaque semaine jusqu'à l'accouchement. Le fait qu'une professionnelle me confirme que ma peur était fondée m'a soulagée bien plus que ce que j'aurais cru possible. De son côté, Julia faisait le point sur tout ce qu'elle pouvait rassembler concernant Diane. Elle a visionné toutes les vidéos prises sur son téléphone les semaines passées, dressé une chronologie précise avec date et description, puis noté chaque incident auquel elle avait assisté sur plusieurs mois. Elle a même contacté 3 autres membres de la famille, qui avaient été témoins de différents épisodes, leur demandant de rédiger ce qu'ils avaient vu. La tante de Trevor a rapporté le dîner de Thanksgiving, où Diane avait essayé de me faire signer un faux contrat. Un cousin a évoqué un barbecue familial, pendant lequel Diane avait expliqué à tout le monde que je n'étais qu'une mère porteuse. Une autre parente a écrit que Diane lui avait téléphoné pour demander conseil sur une éventuelle démarche de garde, persuadée qu'elle pourrait l'obtenir. Julia a rassemblé tous ces éléments dans un dossier par ordre chronologique. Capture d'écran des vidéos, témoignages écrits. Elle nous a tout apporté à la maison pour nous montrer son travail. Voir toute cette histoire reconstituée, posée noir sur blanc, était frappant. Le schéma de comportement sautait aux yeux. 2 jours avant l'audience, j'ai commencé à recevoir des emails de Diane. Le premier provenait d'une adresse inconnue et disait « Je vous en prie, laissez-moi faire partie de la vie de mon petit-fils ». Puis, d'une autre adresse, elle m'écrivait qu'elle était désolée de m'avoir effrayée, mais qu'elle aimait tout simplement beaucoup le bébé. Ensuite, elle est passée à la menace. Si vous poursuivez cette démarche, je n'aurai pas d'autre choix que de demander mes droits de grand-mère. En 6 heures, j'ai reçu 23 messages, tous envoyés d'adresses différentes. Certains suppliaient, en s'excusant, d'autres étaient furieux et intimidants. L'un affirmait qu'elle avait déjà vu 3 avocats, un autre déclarait qu'elle était la véritable mère de l'enfant et que je ne faisais que le porter pour elle. J'ai transféré chaque email à Dominique dès leur réception. Il m'a répondu que ça ne pouvait que renforcer notre dossier puisque cela montrait bien que Diane était incapable de se maîtriser, même avec une injonction temporaire. Il a tout envoyé à la police, qui a ajouté ces éléments au dossier en constatant que Diane ne respectait aucune limite. L'audience pour la demande d'ordonnance d'éloignement s'est tenue dans une petite salle. Il n'y avait que nous, Diane, le juge et une greffière. Dominique a présenté tous nos éléments. Les vidéos compilées par Julia, les photos de la fête de naissance où figurait le panneau chronologique sur la garde, le rapport de police de la nuit précédente. Le juge a regardé les vidéos sur un ordinateur portable et au fil des visionnages, son visage est devenu de plus en plus grave. Diane a essayé de couper la parole, prétendant qu'elle n'était qu'une grand-mère aimante à qui on refusait de voir son petit-fils. Le juge l'a interrompu d'un geste de la main. « Attendez votre tour ». Quand Dominique a eu fini, le juge s'est tourné vers Diane pour lui demander si elle voulait répondre. Elle s'est levée et a commencé à expliquer longuement comment elle avait élevé Trevor seule après le divorce et que selon elle, je lui avais pris son fils. Elle répétait qu'elle ne souhaitait qu'une seule chose, pouvoir tenir son rôle de grand-mère et qu'on était cruel de l'en priver. Le juge l'a coupé et a clarifié qu'il ne s'agissait pas ici d'un simple conflit d'accès pour des grands-parents. Les preuves étayaient un comportement obsessionnel et du harcèlement, et non de l'enthousiasme mal placé. Il a souligné que venir hurler chez quelqu'un à minuit n'était en aucun cas acceptable. Le juge a alors rendu sa décision, une ordonnance d'éloignement d'1 an. Diane n'avait plus le droit de nous contacter, ni directement ni par personne interposée, ni de venir chez nous ou sur notre lieu de travail. Elle n'était plus autorisée à mentionner quoi que ce soit sur nous ou sur le bébé sur les réseaux sociaux, ni à envoyer le moindre courrier électronique ou postal, ni à demander à quelqu'un de le faire pour elle. Le juge a précisé que toute violation de cette mesure entraînerait une arrestation immédiate. Diane s'est effondrée, répétant que ce n'était pas juste. Le juge lui a répondu qu'il comprenait à quel point cette décision pouvait être dure, mais que son comportement ne lui laissait pas le choix. Il a ajouté que si, sur l'année à venir, elle parvenait à démontrer sa capacité à respecter les limites fixées, on pourrait éventuellement envisager des visites encadrées, mais que cela dépendrait entièrement de nous. Il l'a averti que la moindre infraction entraînerait des poursuites pénales. La greffière nous a remis à chacun une copie de l'ordonnance et nous sommes sortis de la salle d'audience. Un immense soulagement m'a envahi à l'idée que, pour une fois, quelqu'un avait enfin posé des limites claires à Diane, qu'elle serait obligée de respecter.
Nous sommes sortis sur le parking et nous sommes montés dans la voiture. Trevor s'est installé au volant, mais il n'a pas démarré. Il a juste posé la tête sur le volant et s'est mis à pleurer, comme jamais je ne l'avais vu auparavant. Il tremblait de tout son corps. J'ai posé doucement la main dans son dos et j'ai attendu. Au bout de quelques minutes, il a murmuré qu'il avait l'impression de perdre sa mère. Je lui ai répondu que c'est elle qui avait fait les choix qui nous menaient en là, et que nous faisions seulement ce qu'il fallait pour nous protéger. Il m'a dit qu'il le savait, mais que malgré tout, il avait mal. Il a ajouté qu'il avait toujours cru, toute sa vie, que sa mère l'aimait, et il réalisait maintenant qu'elle avait toujours cherché à le contrôler, à le manipuler, du début à la fin. Il se trouvait idiot de ne pas s'en être rendu compte plus tôt. Je l'ai rassuré. Rien de tout cela n'était de sa faute. L'essentiel était d'ouvrir les yeux maintenant. Nous sommes restés là, à l'abri dans la voiture, une vingtaine de minutes, lui pleurant, moi le consolant. Finalement, il a soufflé qu'il valait mieux qu'on rentre. Il reconnaissait que c'était difficile, mais que c'était aussi absolument nécessaire et qu'il était persuadé qu'on avait pris la bonne décision pour notre famille. Je lui ai répondu qu'on traverserait tout ça ensemble. Il a mis le contact et nous sommes rentrés chez nous, soulagés d'avoir enfin ce soutien légal, mais bien conscients du prix que tout cela nous avait coûté. Les jours qui ont suivi avaient une drôle d'atmosphère, comme si on vivait dans une bulle où l'air était devenu plus respirable, mêlé à une attente sourde d'un nouveau rebondissement. Trevor a repris le boulot, et moi j'ai essayé de me concentrer sur ma grossesse plutôt que de jeter des coups d'œil inquiets par-dessus mon épaule. Un soir, on a parlé de savoir si on voulait connaître le sexe du bébé, et Trevor m'a dit « Je suis prêt si tu l'es ». C'est là que j'ai compris que j'en avais vraiment envie, que j'avais besoin de célébrer ce bébé sans laisser Diane nous gâcher ce bonheur. On a passé un coup de fil à Margot pour lui demander si elle accepterait qu'on fasse une petite fête de révélation du sexe chez elle le week-end suivant, juste avec ceux qui nous avaient soutenus tout ce temps. Elle était ravie et a promis de préparer un gâteau, tout en gardant l'ambiance simple et chaleureuse. On a invité Julia et sa famille, le père de Trevor et quelques amis proches au courant de tout. Le matin de la fête, le cabinet de mon médecin a appelé avec les résultats, que j'ai immédiatement transmis à Margot pour qu'elle prépare un gâteau avec la bonne couleur à l'intérieur. Trevor et moi, on s'est efforcés de passer la journée sans trop spéculer, juste à savourer le plaisir de partager ce moment rien que tous les deux, sans que personne ne vienne s'en mêler. Lorsqu'on est arrivé chez Margot, il devait être 2 heures, tout le monde était déjà là. Le salon était décoré de ballons jaunes et blancs, puisque personne n'était dans la confidence. Margot a sorti un superbe gâteau recouvert d'un glaçage blanc, parsemé de points d'interrogation. Et tout le monde s'est réuni autour de nous, téléphone à la main, prêt à immortaliser la scène. Trevor et moi avons tenu le couteau ensemble pour couper la première part, et en la soulevant, l'intérieur dévoilait un joli rose éclatant. Les applaudissements ont fusé, on nous a pris dans les bras, et Julia avait les larmes aux yeux, tandis que ses enfants sautèrent de joie à l'idée d'avoir une cousine. Trevor m'a serré fort et m'a soufflé qu'il était tellement heureux. J'ai ressenti cet étrange mélange de bonheur pur d'avoir une fille, et d'immense soulagement à réaliser que tout l'édifice monté par Diane reposait finalement sur du vent. Elle avait monté tout un plan pour une garde alternée avec un petit garçon qui n'avait jamais existé. Pendant qu'on grignotait le gâteau, Julia est venue me glisser à l'oreille que Diane risquait bien de perdre pied en apprenant que c'était une fille, vu que toute son histoire de garde tournait autour de l'idée de remplacer Trevor avec un petit-fils. Ça nous a bien fait rire, mais au fond, j'avais quand même la boule au ventre à l'idée de la réaction de Diane. Un peu plus tard, le père de Trevor est venu prendre son fils à part pour lui demander s'il pouvait annoncer la nouvelle à Diane, pensant que ça l'aiderait peut-être à revenir à la réalité et à abandonner toute cette obsession. Trevor m'a regardé, un peu perdu. Alors, on a répondu qu'il valait mieux demander l'avis de Dominique, au cas où ça poserait problème par rapport à l'ordonnance d'éloignement. On l'a appelé le soir même et lui a exposé la situation. Il nous a assuré que, techniquement, si c'était le père de Trevor qui choisissait d'en parler à Diane de son propre chef, ça ne violait rien. Il nous a quand même prévenu que Diane tenterait sans doute de nous recontacter et qu'il faudrait tout garder en preuve et le signaler tout de suite. Le père de Trevor nous a promis qu'il lui dirait le lendemain et qu'il nous tiendrait au courant. 3 jours plus tard, il appelle Trevor. Il avait montré à Diane une photo de la fête envoyée par Julia. Au début, elle a refusé d'y croire, répétant qu'il mentait pour nous couvrir. Puis, en voyant la photo où on découpait le gâteau rose, elle a explosé. Elle a jeté son téléphone à l'autre bout de la pièce, s'est mise à hurler qu'on avait tout manigancé exprès pour la faire souffrir. Selon le père de Trevor, il ne l'avait jamais vue aussi furieuse. Elle était persuadée qu'on avait payé l'échographiste pour falsifier le sexe du bébé, simplement pour la ridiculiser. Il a raconté qu'elle avait tempêté pendant plus d'1 heure sur notre méchanceté, promettant qu'elle trouverait bien le moyen de prouver nos mensonges. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 17 mails d'une adresse inconnue, tous victimes de la même folie, et envoyés entre 2 et 5 heures du matin. C'était Diane. Elle écrivait qu'elle savait qu'on l'avait trompée depuis le début, qu'on l'avait volontairement nourrie d'illusions. Elle écrivait aussi qu'on avait sûrement payé le médecin pour qu'il truque les résultats de l'échographie, juste pour lui faire du mal. Elle nous menaçait en disant qu'on finirait par payer, que le destin ou Dieu nous rattraperait, et ses messages partèrent de plus en plus loin dans le délire, glissant même sur le fait qu'on lui volait son fils, et maintenant sa chance de rédemption. J'ai tout transféré à Dominique, qui m'a dit de filer ses mails à la police sans attendre, puisqu'il s'agissait clairement d'une violation de l'ordonnance.
On s'est rendu au commissariat, on a tout montré à un agent. Il nous a assuré qu'il irait chez Diane dans la journée pour lui délivrer un avertissement officiel. Il a été on ne peut plus clair. Au moindre contact, elle sera arrêtée sur le champ. Le père de Trevor nous a appelés dans l'après-midi pour dire que la police était venue chez Diane et qu'elle avait eu si peur qu'elle semblait avoir enfin compris qu'il fallait s'arrêter là. Il a ajouté « Elle a supprimé tous ses mails et promis de ne plus jamais essayer de nous joindre. » L'agent nous a rappelé par la suite pour confirmer que l'avertissement avait bien été délivré et que Diane avait bien compris les risques. Après ça, plus rien de sa part. Plus d'emails, plus d'appels, plus de visites inopinées. Le père de Trevor nous a raconté qu'elle ne sortait presque plus, qu'elle restait cloîtrée chez elle sans voir personne. Ce silence était presque aussi troublant que le harcèlement qu'on venait de traverser, donnant l'impression qu'on vivait dans l'attente d'un nouveau drame. Mais plus les semaines passaient, et plus le calme s'installait. Je pouvais enfin me rendre à mes rendez-vous médicaux sans avoir l'angoisse de croiser son regard dans la salle d'attente. Faire les courses n'était plus une expédition. Je n'avais plus peur de la voir surgir à un détour de rayon. Les 2 derniers mois de ma grossesse se sont déroulés dans un calme que je n'avais pas connu depuis que Diane avait appris ma grossesse. Tous les mardis soirs, Trevor et moi suivions notre cours de préparation à l'accouchement à l'hôpital. Techniques de respiration, position pour faciliter le travail. Les autres futurs parents évoquaient leur famille, les visites qu'ils attendaient après la naissance, et nous, on souriait, sans jamais mentionner que la mère de Trevor, de notre côté, faisait l'objet d'une mesure d'éloignement. Je continuais à voir Kylie toutes les 2 semaines. On réfléchissait ensemble à comment préserver notre tranquillité après l'arrivée du bébé, anticiper les limites à définir. Grâce à elle, nous avions posé une organisation précise, qui pourrait venir, à quel moment, ce qu'on partagerait ou non sur les réseaux sociaux, comment réagir si quelqu'un tentait d'outrepasser les bornes. Trevor s'était entraîné à dire non, simplement, sans justification, un refus clair, sans appel. On s'était promis que la naissance resterait secrète pour la famille élargie jusqu'à ce qu'on décide d'en parler nous-mêmes. Hors de question que quelqu'un débarque à la maternité à l'improviste ou commence à poster quoi que ce soit en ligne avant qu'on ait eu le temps de se retrouver à 3. Seules Margot et Julia seraient averties de mon départ à la maternité. C'était elles qui prenaient le relais pour relayer ou filtrer les nouvelles. Je vous déposerai à manger et tout ce dont vous aurez besoin, mais je vous promets que vous ne me verrez pas débarquer sans prévenir, avait assuré Margot, pendant que Julia se portait garante pour repousser d'éventuelles curieuses. On se sentait prêt, en tout cas autant qu'on peut l'être avant un premier enfant. La chambre était terminée, repeinte d'un jaune léger, les meubles installés, les habits lavés, rangés, le cosy fixé dans la voiture. Tout avait été fait sans que Diane vienne tout organiser ou imposer ses visites impromptues. Notre fille allait découvrir une maison tranquille, des parents prêts à la protéger, et c'était tout ce qu'on désirait lui offrir. 3 jours avant la date prévue, je me suis réveillée à 2 heures du matin d'un coup, surprise de sentir les eaux couler et notre lit trempé. Trevor s'est levé d'un bond, a attrapé le sac prêt depuis des semaines, tandis que j'appelais Margot pour la prévenir que c'était le grand moment. Les contractions se sont rapprochées tout au long du trajet vers l'hôpital. Trevor roulait d'une main, serrait la mienne de l'autre, tout en rappelant Margot pour organiser la diffusion des infos comme on l'avait prévu. À la maternité, l'infirmière a vérifié mon dossier, tapoté quelques mots sur l'ordinateur, passé un appel puis lancé « On a la patiente signalée pour une mesure de sécurité. Je veux quelqu'un à l'accueil sur le champ. » Moins de 5 minutes après, un agent de sécurité était là. L'infirmière nous a expliqué. Le nom et la description de Diane étaient notés dans le système. Si quelqu'un qui lui correspondait essayait d'entrer, la sécurité interviendrait avant même qu'elle atteigne la maternité. Les 12 heures suivantes ont été physiquement les plus intenses de ma vie. Mais Trevor n'a pas bougé de mon côté, me laissant lui broyer la main à chaque contraction, même quand j'avais l'impression que je lui cassais les doigts. Quand Kendall est enfin arrivée, à 14 heures, toute minuscule, parfaite et braillante, l'infirmière l'a déposée directement contre moi et j'ai éclaté en larmes. Trevor était bouleversé, lui aussi, tenant sa fille pour la première fois avec un regard sidéré, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était enfin là. On a gardé ces premiers instants pour nous, rien que tous les 3, à mitrailler de photos sans en partager aucune, savourant la bulle d'intimité que le personnel protégeait soigneusement. La porte restait fermée, on ne venait que pour l'essentiel, nous laissant vraiment le temps d'accueillir notre petite avant d'ouvrir la porte au monde. Le lendemain matin, alors qu'une infirmière prenait ma tension, elle m'a soufflé à voix basse. Quelqu'un a appelé l'accueil de l'hôpital un peu plus tôt, apparemment pour avoir des renseignements sur une patiente qui pourrait être vous. Mais rassurez-vous, la règle ici, c'est 0 info à quiconque n'est pas enregistré sur la liste des visiteurs autorisés. Elle a précisé avec un petit sourire, c'était une femme, pas mal insistante, disant qu'elle était la grand-mère et qu'elle avait le droit de savoir si son petit-fils était né. On s'est compris d'un regard, il n'y avait qu'une seule candidate possible, Diane. Mais elle, physiquement, n'a jamais fait le déplacement jusqu'à l'hôpital. L'agent de sécurité nous l'a confirmé plus tard. La vigilance était de mise et, vu la mesure d'éloignement, elle savait que le moindre faux pas finirait au commissariat. Pour la première fois depuis des mois, cette nuit-là, j'ai dormi plus d'1 heure d'un coup, soulagée à l'idée que, quoi qu'elle tente, Diane ne pourrait pas venir troubler la paix de Kendall, ni la nôtre. 2 jours plus tard, après l'accord du médecin, on a enfin ramené Kendall à la maison. Margot était passée préparer la maison au petit matin, s'assurer qu'il n'y avait rien d'anormal aux alentours. Elle avait changé les draps, rempli le frigo de petits plats et laissé un mot sur le comptoir pour nous souhaiter bon retour. Les semaines suivantes ont été un véritable marathon.
Une fatigue comme je ne l'aurais jamais imaginé, entre les couches, les pleurs qu'on essaie de décrypter, ces nuits sans sommeil où on grappille 2 heures quand on peut. Mais il y avait aussi cette magie nouvelle, ce sentiment qu'on pouvait enfin apprendre à devenir parents sans autre regard à l'affût, sans plainte ni intrusion. Trevor prenait chaque jour de l'assurance. Il apprenait à calmer Kendall d'un geste, à lui donner le biberon quand j'avais besoin de souffler. On sortait tous les 3 dans le quartier, la poussette devant nous, on allait chez le pédiatre l'esprit léger, jamais sur le qui-vive, à l'idée d'être pris à partie sur le parking. C'est exactement ça qu'on voulait, être parents à notre rythme, rien que tous les 2, sans interférence. 3 semaines après la naissance, le père de Trevor nous a finalement envoyé un message pour demander s'il pouvait, lui aussi, faire la connaissance de sa petite fille. Nous en avons parlé pendant quelques jours, puis nous avons sollicité l'avis de Kylie et Dominique pour nous assurer que nous prenions la bonne décision. Tous 2 nous ont rassurés. Des visites encadrées, avec des règles bien établies, étaient parfaitement envisageables, tant que nous étions à l'aise et que le père de Trevor avait prouvé ces derniers mois qu'il pouvait respecter nos limites. Nous avons accepté qu'il vienne chez nous un samedi après-midi, à condition que la visite soit brève et qu'il ne prenne aucune photo destinée à Diane. Dès son arrivée, il nous a tendu un petit cadeau, un lapin en peluche tout doux, puis il a demandé la permission avant de prendre Kendall dans ses bras. Il a tenu sa petite fille tout en délicatesse pendant une vingtaine de minutes, lui murmurant des mots tendres, sans jamais se montrer indiscret ni remettre en question nos choix, et sans évoquer de futures rencontres. Dès que Kendall a manifesté le moindre signe d'impatience, il me l'a rendu tout naturellement, et nous a remercié de lui avoir permis ce moment. Puis il est reparti, ponctuel à la minute près. Après son départ, Trevor semblait soulagé, comme s'il réalisait que des liens familiaux sains restaient là possibles, malgré tout ce qui s'était passé avec Diane. Nous avons attendu que Kendall ait 6 semaines avant d'annoncer sa naissance sur les réseaux sociaux, avec des paramètres de confidentialité renforcés, afin que seuls nos proches puissent accéder à la publication. L'annonce comportait une photo de Kendall endormie dans son berceau, accompagnée d'un message expliquant clairement que nous partagerions photos et nouvelles à notre rythme, et demandant à chacun de ne pas relayer nos publications ailleurs et de respecter notre intimité. En moins d'1 heure, plusieurs membres de la famille ont réagi avec chaleur et sincérité, et tout le monde a respecté notre souhait d'intimité. Mes parents ont écrit qu'ils avaient hâte de faire la connaissance de leur petite fille dès que nous serions prêts, et Julia a commenté que Kendall était magnifique, tout en nous disant qu'elle était fière de nous pour la façon dont nous protégions notre famille. Cela faisait du bien de partager notre bonheur avec des personnes vraiment concernées par nous, et non par l'accès à notre bébé. 2 semaines après la publication, le père de Trevor nous a appelés pour nous signaler qu'une lettre nous était arrivée chez lui. Il a proposé de l'ouvrir et de nous en faire la lecture par téléphone. Lorsque nous avons accepté, il nous a appris qu'il s'agissait d'une lettre de Diane. À notre étonnement, son ton était bien plus posé que par le passé. Elle nous adressait simplement ses félicitations pour la naissance de Kendall et disait comprendre les raisons de nos limites. Elle écrivait vouloir avancer à son rythme, dans le respect de nos conditions, dans l'espoir de rencontrer un jour Kendall, tout en reconnaissant qu'elle devrait d'abord nous montrer qu'elle comprenait et respectait nos choix de parents. Il n'y avait ni exigence, ni reproche, ni revendication autour des droits des grands-parents, seulement une demande de réexaminer la situation si elle démontrait un vrai changement, afin qu'elle puisse peut-être réintégrer un jour la vie de Kendall. Nous avons expliqué au père de Trevor que nous avions besoin de réfléchir et lui avons demandé de conserver la lettre pour le moment. Ce soir-là, une fois Kendall endormie, Trevor et moi nous sommes retrouvés dans la cuisine pour essayer de comprendre si la lettre de Diane traduisait une véritable remise en question ou cachait simplement une nouvelle tentative de manipulation. Le lendemain, nous avons appelé Dominique, puis nous avons pris rendez-vous en visioconférence avec Kylie pour évoquer les conséquences possibles. Kylie nous a expliqué que certaines personnes évoluent vraiment lorsqu'elles sont confrontées à de vraies conséquences et qu'elles perdent ce à quoi elles tenaient. Selon elle, l'ordonnance d'éloignement et la prise de conscience que Kendall était une fille et non le petit-fils que Diane imaginait avaient pu provoquer un choc salutaire. Elle a toutefois insisté sur le fait qu'un vrai changement nécessite des efforts durables et pas seulement une belle lettre, et que nous devions prendre notre décision avec prudence. Dominique partageait son avis et a ajouté que si nous voulions rester ouverts, il valait mieux lier cela à un véritable travail thérapeutique du côté de Diane, assorti de preuves concrètes et continues de changement. Après une semaine de réflexion et de nouveaux échanges avec Kylie et Dominique, nous avons décidé d'envoyer notre réponse via le cabinet de Dominique, histoire d'encadrer les choses officiellement. Notre lettre précisait que nous étions prêts à envisager une reprise de contact supervisée, à condition que Diane s'engage dans un suivi thérapeutique auprès d'un professionnel qualifié et fasse preuve de respect constant envers nos limites pendant au moins 6 mois. Nous avions été très clairs. Il ne s'agissait en rien d'une promesse, ni d'un calendrier figé, mais d'une possibilité, à condition d'un véritable engagement de sa part. Nous ajoutions également que tout contact futur devrait se plier strictement à nos règles et à notre rythme, et que nous resterions pleinement libres d'interrompre toute démarche à la moindre alerte ou au moindre inconfort ressenti de notre côté. Dominique s'est chargé de transmettre la lettre à l'adresse du père de Trevor, avec pour consigne de la remettre à Diane, puis il ne nous restait plus qu'à attendre la suite. 3 semaines plus tard, le père de Trevor nous a contactés pour nous dire que Diane avait entamé un travail en thérapie
et assistait désormais chaque semaine à des séances avec un spécialiste des relations familiales et de la gestion des limites. Il a précisé qu'elle avait donné son accord pour qu'il nous confirme sa démarche, ajoutant qu'elle semblait sincèrement chercher à comprendre pourquoi ses comportements avaient été aussi blessants et angoissants pour nous. Selon lui, lors d'une récente discussion, Diane avait même reconnu que la douleur liée à la perte de Trevor l'avait rendue aveugle à la souffrance qu'elle infligeait et au risque pour Kendall. Nous avons remercié le père de Trevor pour ces informations tout en restant vigilants, précisant que nous attendions de voir si Diane était capable de durer dans ses efforts avant d'envisager de retisser un lien. Trevor, après cet appel, se sentait à la fois plein d'espoir et méfiant. Il voulait croire au changement de sa mère, mais restait sur ses gardes afin de ne pas être déçu si cela ne tenait pas dans le temps. Le jour où Kendall a eu 3 mois, c'était un mardi, j'ai passé la matinée à la regarder découvrir ses mains, incroyable source d'émerveillement pour elle. Elle les agitait devant son visage, fascinée, ouvrant et refermant ses petits doigts sans jamais se lasser. Trevor est rentré plus tôt que prévu juste pour profiter d'un moment avec nous, et tous les 3, nous nous sommes installés sur un plaid dans le salon pendant que Kendall s'agitait joyeusement en poussant de petits cris de bonheur. Ce qu'il y avait de plus appréciable dans tout cela, c'était de pouvoir enfin respirer. Je ne passais plus mes journées à surveiller mon téléphone, ni à craindre un message imprévisible de Diane. Nous pouvions simplement vivre notre parentalité, sans la peur ni la tension qui avait entaché toute ma grossesse. Ma récupération après l'accouchement a été plus rapide que je ne l'imaginais, et le médecin était satisfait lors de mon dernier contrôle. Mais la véritable guérison, c'était surtout d'en avoir fini avec l'emprise et les menaces de Diane. Je redécouvrais le bonheur d'être mère, sans avoir en permanence l'impression de devoir protéger Kendall d'une présence intrusive. Vers la même période, Trevor a débuté une thérapie. Il voyait son psy 2 fois par semaine pour essayer de démêler tout ce qui concernait sa mère. Il rentrait parfois exténué, mais il avait cet air soulagé de quelqu'un qui, enfin, posait un poids qu'il traînait depuis trop longtemps. Un soir, après que Kendall se soit endormi, il m'a confié que son thérapeute l'avait aidé à comprendre qu'il trouvait toujours des excuses à Diane, depuis tout petit. À chaque fois qu'elle devenait autoritaire ou manipulatrice, il s'était convaincu que c'était par amour ou inquiétude. Son psy appelait ça de la complaisance, et Trevor apprenait peu à peu à repérer ses vieux automatismes. Ils s'entraînaient ensemble à poser des limites, rejouant des conversations où il s'affirmait au lieu de céder à la culpabilisation ou aux larmes de Diane. Je le voyais évoluer. Il parlait différemment de sa mère. Il était triste de la situation, bien sûr, mais il ne cherchait plus d'alibi à ses agissements et il n'envisageait plus de lui laisser une nouvelle chance sans un vrai changement prouvé. Pour les 3 mois de Kendall, on a organisé un petit goûter chez nous un samedi après-midi. Margot était venue avec un gâteau au chocolat maison, Julia a débarqué avec ses enfants, qui étaient émerveillés par la minuscule taille de Kendall. Le père de Trevor est arrivé à l'heure, les bras chargés d'un paquet. Avant même de sortir son téléphone, il a demandé s'il pouvait prendre quelques photos, puis les a uniquement envoyées à Trevor au lieu de les partager sur Internet. Pendant que Kendall dormait paisiblement dans son berceau, il a mentionné que Diane s'était renseignée sur sa petite fille, mais cette fois d'un ton posé, juste pour prendre des nouvelles, sans insistance ni reproche sur la distance entre elles. Elle avait même cessé de parler de cette folle histoire de petit-fils imaginaire et semblait accepter que Kendall était sa petite fille et que nous étions bien sa famille. Ça ressemblait à des progrès, même si on restait prudent, conscient que tout pouvait encore basculer. L'ordonnance de restriction devait expirer dans 9 mois, et Trevor et moi commencions déjà à réfléchir à la renouveler ou non. Nous avons pris rendez-vous chez Dominique pour avoir son avis d'avocat. Il a ressorti le dossier de la première audience, rappelé la gravité des faits, puis expliqué que l'important avec ce genre de mesures, c'était de nous protéger, pas de punir, et qu'il serait bon de réfléchir à l'utilité de maintenir ce niveau de protection. Il nous a précisé que nous pourrions toujours redéposer une demande si Diane recommençait, mais qu'autoriser la fin de l'ordonnance lui donnerait peut-être plus de motivation pour continuer sur le bon chemin. Il a également suggéré que ce soit le père de Trevor qui explique très clairement à Diane que tout contact futur dépendrait de sa capacité à respecter nos limites et que la moindre entorse nous ramènerait illico devant le juge. On est sorti de son cabinet en se sentant moins coincé, avec l'impression d'avoir des possibilités au lieu d'une impasse, ce qui rendait les choses tout de suite plus respirables. Quand Kendall a eu 4 mois, j'ai repris le travail à mi-temps, 3 jours par semaine pour commencer. Ma responsable avait été exemplaire de soutien pendant ma grossesse et avait maintenu mon poste malgré un congé qui s'était allongé. Ça m'a fait un bien fou de remettre une tenue de bureau, de parler projets et échéances, loin des couches et des biberons. J'adorais mon rôle de maman, mais il me fallait aussi retrouver un peu de temps pour moi. Le travail m'aidait à garder cet équilibre. Avec Trevor, on avait trouvé une organisation. Son père gardait Kendall un jour, Margot s'en chargeait une autre fois, et le 3e jour, c'était crèche, juste à côté de mon boulot. Il nous a fallu une période d'adaptation pour tout caler. Les horaires, les listes de vêtements, les biberons, les siestes, mais on a vite pris le pli. Et j'ai été la première étonnée de voir à quel point Trevor et moi avions grandi,
chacun de notre côté et en tant que couple, à travers les épreuves que Diane nous avait imposées. Un après-midi, Julia est passée avec ses 2 enfants. On s'est installé dans le jardin, pendant que les plus grands s'étalaient sur le tapis d'éveil de Kendall. Julia regardait Kendall attraper les hochets et n'en revenait pas que Diane ait pu devenir aussi obsessionnelle à l'idée d'élever un bébé. Elle a plaisanté. Elle a dû oublier à quel point c'était éreintant. Un nouveau-né, surtout quand on doit se lever toutes les 2 heures. On s'est retrouvés à faire défiler les photos de la baby shower sur son téléphone, avec cette affiche délirante du calendrier de restitution du bébé, et on a éclaté de rire tant le souvenir était absurde avec du recul. Les fiches plastifiées pour la passation, les 2 tables séparées pour les cadeaux, les panneaux expliquant comment récupérer son bébé. Julia m'a dit qu'elle avait encore toutes les vidéos, bien sauvegardées à plusieurs endroits, au cas où il faudrait les ressortir devant un tribunal. Nous repensions à quel point, sur le moment, rien de tout ça ne nous avait fait rire. On avait eu vraiment peur que Diane tente de prendre Kendall à la maternité ou d'entrer chez nous en pleine nuit. Mais rétrospectivement, maintenant qu'on se sentait un minimum en sécurité, tout cela nous semblait complètement hors sol, tellement l'obsession de Diane était déconnectée de la réalité. 6 mois après la naissance de Kendall, le père de Trevor nous a appelés pour donner des nouvelles. Il nous a dit que Diane suivait une thérapie sérieuse depuis 6 mois, sans manquer une seule séance. Son psy trouvait qu'elle commençait à réaliser que son attitude envers nous avait été blessante, angoissante, bien au-delà de la simple excitation de devenir grand-mère. Le père de Trevor nous a appris que Diane s'était investie dans du bénévolat, 3 jours par semaine, dans une maison de quartier où elle donnait un coup de main pour servir les repas aux personnes âgées. Il semblait qu'elle trouvait peu à peu un nouveau rythme de vie, une routine utile et structurante, loin de ses obsessions à propos de notre famille, exactement ce dont elle avait besoin. Nous avons alors dit au père de Trevor que nous étions vraiment contents de cette évolution, mais que nous mettions tout de même les choses au clair. Tout contact futur dépendrait uniquement de la continuité de ce bon comportement et du respect scrupuleux de nos limites. Hors de question de nous précipiter sous prétexte que tout semblait aller mieux depuis quelques mois. On a emmené Kendall passer un long week-end chez mes parents pour fêter ses 7 mois, et ça nous a fait un bien fou de retrouver une famille à l'attitude simple et saine. Ma mère a pris Kendall dans ses bras, l'a couverte de câlins, puis me l'a gentiment rendue dès qu'elle a commencé à râler. Mon père, lui, a demandé s'il pouvait publier une photo sur son compte privé avant d'envisager quoi que ce soit d'autre. Ils se sont intéressés à nos choix de parents, vraiment curieux et bienveillants, sans jamais juger ou chercher à nous faire la morale. C'est ça, être grands-parents, respecter, poser des limites, faire confiance. Ma mère préparait les repas et lançait des machines sans qu'on le lui demande, mais à aucun moment elle ne nous a imposé sa manière de faire ou laissé entendre qu'on s'y prenait mal. Quand on est reparti le dimanche, mon père nous a pris dans ses bras et nous a dit à quel point il était fier de la façon dont on avait géré toute l'affaire avec Diane et de la façon dont on avait protégé notre famille. Plus Kendall approchait de ses 8 mois, plus Trevor et moi commencions à discuter de la possibilité d'agrandir la famille un jour. On avait toujours pensé qu'on voudrait au moins 2 enfants, mais tout ce qui avait tourné autour de Diane nous avait un peu fait douter de nous. Un soir, après avoir couché Kendall, on s'est posé sur le canapé pour mettre à plat toutes nos craintes et nos espoirs. Trevor m'a dit qu'il avait désormais confiance en notre capacité à protéger notre foyer, quoi qu'il arrive avec sa mère. J'ai acquiescé, en réalisant que tout cela nous avait rendus plus forts que ce qu'on pensait. Notre couple avait traversé une sacrée tempête, et on avait appris à rester soudés, même dans les moments difficiles. On s'est dit qu'on essaierait sûrement d'avoir un autre enfant d'ici 1 an ou 2, quand Kendall aurait grandi un peu et qu'on se sentirait davantage à l'aise dans nos rôles de parents. Quelques semaines plus tard, le père de Trevor nous a appelés pour demander si Diane pouvait envoyer une carte à Kendall pour son premier anniversaire, bien qu'il ne soit que dans 4 mois. On en a discuté calmement et accepté qu'elle envoie une carte, à condition qu'il n'y ait ni reproche, ni demande pour voir Kendall. Le père de Trevor a compris et s'est engagé à bien transmettre le message à Diane. Début novembre, lorsque la carte est arrivée, on a demandé à Dominique de la lire pour nous, histoire d'être rassurés. Il a pris le temps de vérifier et nous a confirmé qu'il n'y avait rien à redire. Des vœux simples, chaleureux, accompagnés d'un bon d'épargne de $50 et surtout pas l'ombre d'une remarque déplacée ou d'un sous-entendu. Juste le genre de carte que toute grand-mère pourrait envoyer. Ça nous a franchement rassurés, même si on savait qu'il fallait rester prudent pour la suite. 2 mois avant la fin de l'ordonnance restrictive, Trevor et moi étions attablés dans la cuisine, entourés de tous les documents que Dominique nous avait aidés à monter au fil de l'année. Copie de chaque message transmis par Diane, via le père de Trevor, compte rendu de séances de thérapie rapportées par son père, et les notes de Dominique sur ce qu'il fallait peser pour décider d'un éventuel renouvellement. Trevor a étalé tous les papiers et on a tout relu attentivement, en débattant longuement. Avions-nous vraiment envie et confiance de lever cette protection légale ? C'était un choix qui nous paraissait énorme. Renouveler voulait dire repartir pour une année de démarche et d'incertitude, mais abandonner l'ordonnance, c'était parier sur le fait que Diane tiendrait ses engagements sans qu'un juge surveille tout ça. On a tourné le problème dans tous les sens 3 longues heures. Pour ma part, je repensais à la tranquillité retrouvée ces derniers mois, et je me demandais si on réussirait à la préserver sans filet de sécurité. Trevor, lui, rappelait qu'on pourrait toujours refaire une demande si besoin, et que garder tous ces documents nous permettrait de réagir vite si la situation dégénérait à nouveau. Finalement, on a choisi de ne pas renouveler, tout en restant très attentif aux moindres signes de dérapage.
J'avais le ventre noué, mais au fond je savais que c'était sûrement le seul moyen, à terme, de pouvoir construire quelque chose de plus apaisé avec elle. Le lendemain, on a appelé Dominique pour lui annoncer notre décision. Il nous a dit que c'était logique après une longue période sans incident, tout en nous rappelant qu'il fallait continuer à tout consigner, au cas où. Se plonger dans l'organisation de la fête du premier anniversaire de Kendall nous a fait du bien, ça nous a permis de nous recentrer sur des choses positives et de sortir un peu de l'ombre de cette ordonnance. On a décidé de faire au plus simple, juste les proches à la maison, ambiance décontractée, pas de prise de tête. J'ai passé la semaine à préparer un gâteau à écraser rien que pour Kendall. Un gâteau plus classique pour les invités, et Trevor s'est amusé à accrocher des guirlandes dans le salon, que Kendall essayait d'attraper chaque fois qu'elle ouvrait l'œil. Le jour J, je l'ai habillée d'une petite robe jaune envoyée par ma mère, et je n'en revenais pas comme elle semblait grande à côté du tout petit bébé qu'on avait ramené 1 an plus tôt. Margot est arrivée la première, les bras chargés d'une immense girafe en peluche quasiment aussi haute que Kendall. Julia est venue juste après avec ses enfants, qui piaffèrent d'impatience à l'idée de jouer avec la star du jour. Le père de Trevor a sonné pile à l'heure, un paquet joliment emballé et un sac dans les mains. Quand Trevor lui a ouvert, j'ai bien vu qu'il craignait de ne pas être le bienvenu. Trevor l'a serré dans ses bras pour le remercier d'être là, et j'ai lu tout son soulagement sur son visage. Pendant la fête, le père de Trevor s'est posé sur le canapé avec Kendall dans les bras, l'enlaçant tendrement quand elle a commencé à fatiguer de toute cette agitation. Il a été si prévenant avec elle que j'ai vraiment été ravie qu'il soit là. Au moment d'ouvrir les cadeaux, il nous a tendu la première boîte, joliment emballée, dedans une douzaine de photos de Trevor bébé et tout petit, soigneusement encadrées. Il nous a expliqué qu'il pensait que cela nous ferait plaisir d'avoir ses souvenirs pour l'album de Kendall, pour qu'elle puisse voir des photos de son papa au même âge, précisant qu'il avait pris soin de ne choisir aucune photo où Diane apparaissait. Ce geste si délicat, respectueux de nos limites, m'a profondément touchée. Impossible de cacher mon émotion. Dans le sac cadeau, il y avait aussi un bon d'épargne pour l'avenir de Kendall et une carte sur laquelle il avait écrit simplement à quel point il était fier de la façon dont nous étions devenus parents. Après le départ de tout le monde, alors qu'on ramassait les papiers cadeaux pendant la sieste de Kendall, Trevor m'a lancé « Papa a vraiment été là pour nous, d'une façon que maman n'a jamais su l'être. » 3 jours après la fête, l'ordonnance restrictive touchait officiellement à sa fin. Je passais la journée sur les nerfs à craindre qu'un événement ne se produise à peine la protection légale levée, persuadée que Diane surgirait d'une minute à l'autre. Mais rien n'est arrivé, ni ce jour-là, ni même le lendemain. Puis, le 3e jour, le téléphone de Trevor a vibré. Un message venant d'un numéro inconnu que nous avons reconnu immédiatement, c'était Diane. Mon cœur s'est emballé et je me suis approchée pour lire par-dessus l'épaule de Trevor. Le message disait simplement qu'elle était contente que Kendall ait passé un bel anniversaire et qu'elle espérait que Trevor allait bien. Rien de plus. Pas de demande pour voir Kendall, aucune tentative de culpabilisation, ni manipulation ou évocation de tout ce qu'elle aurait enduré. Trevor a passé un long moment à fixer son écran, puis il lui a répondu poliment pour la remercier, sans rien ajouter, sans s'enquérir de ses nouvelles, ni relancer la conversation. Elle a simplement répondu par un pouce levé, et l'échange s'est arrêté là. Nous sommes restés là, face à face, un peu stupéfaits par la normalité de cet échange. Une semaine plus tard, lors d'une de nos séances avec Kylie, elle a évoqué un groupe de soutien parental qu'elle animait 2 fois par mois, destiné aux parents confrontés à des dynamiques familiales compliquées et à la nécessité de poser des limites. Elle pensait que partager nos expériences avec d'autres pourrait nous aider à nous sentir moins seuls. Sur le chemin du retour, Trevor et moi avons décidé de tenter l'expérience au moins une fois pour voir si cela nous convenait. La première réunion avait lieu dans une maison de quartier près du bureau de Kylie. En arrivant, nous avons trouvé 8 autres parents installés en cercle. Kylie a fait les présentations en précisant que tout ce qui se dirait resterait strictement confidentiel, puis elle a lancé la parole. Une femme, Sarah, a pris la parole pour raconter que son père venait encore régulièrement à l'école de son enfant malgré l'interdiction, et un homme, Mike, a partagé que sa mère créait de faux profils sur les réseaux sociaux pour surveiller sa famille. À notre tour, Trevor et moi avons expliqué à tour de rôle la situation avec Diane, l'ordonnance d'éloignement et l'incident de la baby shower. On voyait que les autres acquiesçaient, reconnaissant ce qu'on voulait dire. Après la séance, 3 personnes sont venues nous confier avoir traversé des épisodes similaires. Peu à peu, ces rendez-vous tous les 15 jours sont devenus un moment que l'on attendait avec impatience. Ça nous réconfortait de voir qu'on n'était pas seul à devoir démêler ce genre de complications familiales. On échangeait sur nos stratégies, comme faire relire nos messages par Dominique ou tenir un dossier précis de tous les événements, tout en découvrant des astuces auprès de parents rodés à ce type de contexte. Un couple nous a parlé de leur système de visite encadré, ce qui nous a donné des idées si un jour on décidait d'autoriser Diane à voir Kendall. Quand Kendall a eu 18 mois, on a enfin pris un rythme de vie sain et apaisé. Trevor appelait son père chaque semaine sans tension, et celui-ci n'était plus pris entre 2 feux. Diane ne s'en servait plus comme messager. Il venait à la maison toutes les 2 ou 3 semaines,
pour passer du temps avec Kendall et avait même commencé à lui apprendre à reconnaître les animaux dans ses livres d'images. Un soir, Trevor m'a confié que sa relation avec son père était meilleure que jamais, justement parce qu'ils avaient tous les deux appris à mettre des limites avec Diane, au lieu d'essayer de contenir sans cesse son agitation. De mon côté, j'avais repris le travail à temps partiel, trouvé une crèche formidable où Kendall s'épanouissait et se faisait de nouveaux amis. La maison était redevenue calme, bien loin de l'ambiance anxieuse de ma grossesse où je redoutais la prochaine réaction de Diane. On recommençait à profiter de soirées en amoureux, à discuter d'autre chose que de stratégies juridiques ou de plans de crise. Le groupe de soutien nous avait permis de digérer une grande partie du traumatisme de la première année, et on se sentait plus solide individuellement comme en couple. Le jour où le père de Trevor nous a demandé si nous envisagerions une visite encadrée entre Diane et Kendall, au lieu d'un refus catégorique comme 6 mois plus tôt, nous avons préféré réfléchir. Il nous a dit que Diane suivait depuis 1 an une thérapie rigoureuse et que sa psychologue estimait qu'elle avait réellement progressé dans la compréhension des raisons pour lesquelles son comportement avait pu être blessant. Il nous a montré des messages échangés avec elle, brefs et appropriés, rien à voir avec les débordements d'autrefois. Nous lui avons expliqué qu'il nous fallait du temps pour y penser et en discuter calmement avec Kylie et Dominique. À la séance suivante, Kylie nous a aidés à formuler nos craintes à l'idée de laisser Diane s'approcher de Kendall, mais aussi nos espoirs qu'elle ait changé au point de pouvoir construire un lien, même limité. Nous avons dressé une liste de conditions pour nous rassurer, notamment que la rencontre ait lieu dans un endroit public et neutre, que le père de Trevor soit présent tout du long et que la visite ne dure pas plus d'1 heure. Dominique a validé nos conditions, les a trouvées raisonnables et nous a confirmé que cela nous protégeait efficacement. Nous avions clairement expliqué au père de Trevor que nous n'étions d'accord pour une visite que si les règles étaient scrupuleusement respectées et que la moindre entorse de la part de Diane signifierait qu'il n'y aurait pas de seconde chance. La rencontre s'est déroulée un samedi matin ensoleillé, dans un parc tout près de chez le père de Trevor. Nous sommes arrivés les premiers et avons choisi une table bien en vue, entourée de famille. Trevor gardait Kendall sur ses genoux en attendant, et je sentais bien sa nervosité, même s'il faisait tout pour donner le change. Quand Diane est apparue, accompagnée du père de Trevor, elle m'a paru plus fragile que dans mon souvenir, nettement moins intimidante. Elle s'est installée en face de nous, a murmuré un bonjour, sans chercher à prendre Kendall dans ses bras, ni formuler la moindre demande. Les premières minutes se sont écoulées dans un silence un peu gênant. Le père de Trevor a proposé à Kendall d'aller voir les canards, ce qui a permis de détendre un peu l'atmosphère. Diane l'a regardé trottiner près de l'étang et a glissé quelques mots sur sa beauté, mais elle n'a pas tenté de la porter, ni de se faire appeler mamie, ni quoi que ce soit qui aurait dépassé nos limites. Lorsque Kendall est revenue vers nous avec un bâton, Diane s'est contentée de sourire, attendant que la petite fasse d'elle-même le premier pas, sans geste déplacé. L'ensemble de la visite est resté tendu, un peu figé, mais rien de catastrophique comme je le craignais. Diane a posé à Trevor quelques questions banales sur son travail, m'a lancé un compliment sur mes cheveux, rien d'intrusif ni de manipulateur. À la fin de l'heure, nous avons pris nos affaires, et Diane nous a simplement remercié de lui avoir permis de venir, sans protester, ni tenter de demander une nouvelle rencontre sur le champ. 2 jours plus tard, Trevor a reçu un SMS de sa part. Merci de m'avoir laissé voir Kendall, suivi d'un message dans lequel elle reconnaissait sincèrement avoir mal agi par le passé et affirmait être véritablement reconnaissante de cette nouvelle opportunité, si restreinte soit-elle. Trevor m'a montré le message et nous l'avons disséqué, redoutant d'y voir de la manipulation ou un appel du pied, mais il paraissait vraiment honnête. Il s'est contenté de lui répondre qu'il appréciait sa démarche et qu'on reprendrait contact en temps voulu. Les mois suivants, nous avons accepté 3 autres visites, toujours encadrées sous les mêmes conditions, et à chaque fois, Diane s'est montrée irréprochable. Pas de tentative pour prendre Kendall sans demander, pas de photos prises à la volée, pas de remarques insinuant qu'elle méritait davantage de temps avec elle. Le père de Trevor nous assurait qu'elle poursuivait sa thérapie et s'était investie comme bénévole dans un centre pour personnes âgées, cherchant à donner du sens à sa vie au-delà de notre famille. Nous restions prudents, prêts à réagir au moindre écart, mais elle semblait avoir compris que seul le respect de nos règles et la discrétion lui permettraient de continuer à voir sa petite fille. Les rencontres se déroulaient toutes les 6 à 8 semaines, selon notre agenda, toujours sous notre contrôle. Un soir, alors que Kendall dormait, Trevor et moi étions assis dehors à discuter de tout ce qui avait changé depuis ce jour éprouvant de la fête prénatale. On est parti d'une situation où j'étais tétanisée à l'idée d'aller chez le médecin et on a réussi à trouver un système qui fonctionne pour nous, a-t-il soufflé. Il m'a dit qu'il était fier de la façon dont nous avions su protéger Kendall et nous-mêmes, tout en laissant à sa mère une chance de changer, si elle le souhaitait. J'ai reconnu que finalement, ce que nous vivions était bien plus satisfaisant qu'un conte de fées où tout serait pardonné d'un simple claquement de doigts, comme si rien de grave n'était arrivé. Nous avions instauré des règles claires, des limites infranchissables, et donné la priorité au bien-être de Kendall et à notre sérénité. Il n'était pas question d'accorder à Diane une confiance absolue, mais on ne tirait pas non plus un trait définitif sur elle, tant qu'elle respectait nos choix. Kendall s'épanouissait, elle riait tout le temps, curieuse de tout, parfaitement consciente de notre amour. Elle avait tissé des liens solides avec mes parents, toujours attentionnée sans exagération, avec le père de Trevor qui lui lisait des histoires et l'emmenait voir les canards, et avec Margot et Julia, qui tenaient presque le rôle de tante. Quant à Diane,
Elle la voyait peu, lors de visites encadrées, et apprenait progressivement à trouver sa juste place de grand-mère, en respectant nos règles, sans s'imaginer redevenir une figure maternelle. L'essentiel, au fond, c'était que Kendall grandisse en confiance, sachant qu'on veillait sur elle et qu'elle resterait définitivement protégée et aimée. Environ 1 an et demi après notre discussion sur le perron, j'ai découvert que j'étais enceinte de nouveau. Cette fois, nous avons attendu 3 mois avant d'annoncer la nouvelle, et nous avons pu le faire à notre rythme, sans crainte de fuite ou de mauvaise surprise. Trevor a publié une photo de Kendall brandissant une petite pancarte « Grande sœur » sur les réseaux sociaux, et nous avons observé les réactions. Mes parents se sont empressés d'appeler pour nous féliciter et prendre de mes nouvelles. Julia a bombardé mon téléphone de messages enthousiastes pleins de cœur. Le père de Trevor, ravi, a téléphoné le soir même pour proposer son aide. Et Diane a fait parvenir un message le lendemain matin. Félicitations pour l'agrandissement de votre famille. Exactement la réaction qu'on espérait. Pas de questions indiscrètes, pas d'envie de tout contrôler, aucune mention de ce qu'elle estimait devoir ou mériter. Juste une réaction simple et respectueuse. Finalement à l'image de ce qu'on voulait vivre avec elle. Trevor m'a montré son message, et on a tous les deux ressenti un immense soulagement. Cette grossesse n'aurait rien à voir avec la précédente. Pas d'angoisse, pas de crainte permanente d'un retournement de situation ou d'une irruption de sa mère. Cette fois, je me rendais à chaque rendez-vous sereinement, sans ressasser ce qui pourrait mal tourner, sans redouter de croiser Diane au coin du couloir ou de la voir débarquer là où elle n'était pas attendue. Je participais à des groupes de futures mamans sous mon vrai nom, sans crainte qu'elle s'y invite incognito. Nous avons pu choisir la layette et décorer la chambre de bébé exactement comme nous l'entendions, sans que personne ne cherche à s'approprier nos décisions. Trevor n'a pas manqué une seule échographie, et c'est ensemble que nous avons appris que nous allions accueillir une deuxième petite fille. Il n'a eu pour toute réaction qu'une joie simple et sincère, sans même se préoccuper de la vie de sa mère. Nous avons annoncé le sexe du bébé à notre entourage par un message collectif, et Diane s'est contentée de répondre qu'elle était heureuse pour nous. Aucun drame parce que ce n'était pas un garçon, pas de remarques étranges, juste la réaction attendue d'une grand-mère. Je craignais toujours que la situation s'envenime, que Diane cherche à s'imposer ou formule des demandes excessives. Mais tout cela n'est jamais arrivé. Elle a respecté les limites que nous avions posées, se contentant de nous écrire de temps à autre, avec des messages courts, auxquels Trevor répondait avec courtoisie. Cette grossesse, enfin paisible, m'a permis d'en profiter pour de bon, sans être constamment rongée par l'angoisse ou en alerte. Je pouvais me consacrer à Kendall, à l'aider à se préparer à devenir grande sœur. Trevor et moi avons refait un cours de préparation à l'accouchement pour nous remettre dans le bain, et nous avons pris le temps de discuter calmement de la façon dont nous gérerions les visites et les annonces cette fois-ci. Nous avions décidé que Kendall passerait le temps de mon accouchement chez mes parents, histoire qu'elle ne soit ni inquiète ni perdue. Pour une fois, tout semblait sous contrôle et apaisé, ce qui n'avait rien à voir avec ma première grossesse. Trevor était bien plus présent et investi, débarrassé de la pression constante que sa mère exerçait autrefois. Il n'avait plus à choisir entre prendre soin de moi et ménager Diane. Il pouvait se réjouir de l'arrivée de notre deuxième enfant sans crainte, ni culpabilité, ni conflit. Nous avons choisi les prénoms à deux, sans tentative d'ingérence. Nous avons réfléchi à l'aménagement de la chambre, sans que quiconque cherche à nous imposer son avis. Toutes les décisions se prenaient à deux, en tant que couple et parents, sans recours aux autres. Lorsque j'ai commencé le travail pour la naissance de notre deuxième fille, Sophia, tout s'est déroulé comme prévu. Mes parents sont venus chercher Kendall avant qu'on parte à la maternité. L'accouchement s'est bien passé. Sophia est née en pleine forme après seulement 8 heures. Nous avons passé la première journée tous les 4 à la maternité, à prendre des photos et des vidéos, et à présenter Sophia à Kendall. Le lendemain, nous avons simplement annoncé la naissance avec son prénom, son poids, sa taille et une jolie photo des deux sœurs. Les messages de félicitations de nos proches n'ont pas tardé. Mes parents sont venus l'après-midi, en ramenant Kendall pour une autre visite. Le père de Trevor est passé le soir, avec un panier garni. Il a pris le temps de bercer Sophia et de raconter une histoire à Kendall. De son côté, Diane a envoyé un simple message. Félicitations pour la naissance de Sophia, puis un autre pour signaler qu'elle avait fait parvenir une carte cadeau par email. Et c'est tout. Pas de demande de visite, aucune tentative pour débarquer à la maternité, aucune réclamation. Elle s'est contentée de rester à sa place, respectant les règles que nous avions, non sans peine, mises en place. À notre retour à la maison, le père de Trevor a demandé s'il pouvait venir le week-end d'après, et on a dit oui. Il avait déjà montré, à plusieurs reprises, qu'il comprenait et respectait nos limites. Il est venu le samedi après-midi, s'est émerveillé devant Sophia, a joué avec Kendall puis est reparti discrètement au bout de 2 heures, sans chercher à s'imposer ou à réclamer plus. Petit à petit, nous avons pris nos marques avec nos 2 enfants de moins de 3 ans. Kendall a trouvé sa place de grande sœur. Un peu jalouse de temps en temps, c'est normal à cet âge, mais surtout très curieuse et enthousiaste à l'idée d'aider avec le bébé. Trevor et moi avons pris le pli de jongler avec 2 rythmes de sommeil différents, 2 fois plus de couches, tout le remue-ménage qui accompagne l'arrivée d'un enfant. Pendant tout ce temps, les limites imposées à Diane ont tenu bon. Elle n'a pas cherché à nous voir plus souvent, ni à nous faire culpabiliser de ne la laisser voir les filles qu'occasionnellement. Elle a continué à envoyer les cartes d'anniversaire et les cadeaux appropriés, et répondait brièvement aux photos que Trevor lui envoyait de temps en temps. Il pouvait arriver qu'on ressente une petite tension à la lecture d'un message un peu maladroit, ou en apprenant, de la bouche du père de Trevor,
qu'elle regrettait de ne pas voir ses petites filles plus souvent. Mais tout cela restait gérable, car le cadre était posé et nous savions quoi faire en cas de besoin. Ce n'était pas une famille idéale, sans conflit ni vieilles blessures, mais quelque chose de plus sain et plus réaliste. Une famille avec des règles claires, stables, et où chacun savait à quoi s'en tenir. Kendall et Sophia grandissaient dans un foyer où leurs parents les protégeaient avant tout en leur montrant ce qu'étaient des relations équilibrées. Elles avaient des grands-parents présents à leur façon, qui respectaient nos choix. Elles bénéficiaient de stabilité et de sécurité, même si la relation avec la famille élargie restait parfois compliquée. Et franchement, cela suffisait amplement. C'était même mieux que de faire semblant que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Nous avions pris la peine de poser des limites et de nous y tenir, même si cela avait été difficile. Nous avions protégé notre famille sans pour autant couper le contact, du moment que Diane jouait le jeu. Nous nous étions construit une vie à notre image, sans forcément ressembler aux autres familles. Et c'était ça la vraie victoire. Pas un happy end théâtral, mais une vie de famille authentique, un peu cabossée, dans laquelle nos enfants peuvent grandir sereinement et entourés d'amour.